Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Je suis un chat de Natsume Soseki. Je suis un chat, un nouveau roman. On entame une nouvelle lecture ce soir, ça sera le début de cette œuvre, le chapitre 1. Et je ne pense pas qu'on va faire davantage de chapitres, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, je vous invite à regarder la description de la vidéo. Vous trouverez des timecodes vous permettant de passer comme bon vous semble les passages qui ne vous intéressent pas. Par exemple, vous pourriez passer l'introduction ou les pauses que j'effectuerai dans ma lecture pour aller directement à la lecture. Et puis tout ce chapitrage est également disponible dans la barre de lecture de la vidéo. Vous voyez la petite barre rouge qui défile en bas de cette vidéo, normalement, est chapitrée, découpée en plusieurs parties. Voili voilou. Sur ce, comme d'habitude, on va commencer avec une petite intro de 10, 15, 20 minutes. Je vais essayer de faire court, tout du moins, je l'espère, parce que je pense justement qu'on va avoir un live relativement court ce soir. Donc grosso modo on a terminé vendredi dernier la lecture de Sherlock Holmes, le signe des 4, et vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, mais très souvent je fais une pause après avoir fini une lecture, je saute une soirée de lecture pour un petit peu respirer avant de passer à une autre œuvre, etc. Là, vu que ça a duré que 2 semaines, la lecture de Sherlock Holmes, et que je reviens à peine de ma grosse pause d'été, je me suis dit que j'avais envie d'enchaîner directement avec un live de lecture de nouveau. Ceci dit, vous le voyez, c'est un énorme pavé. Et encore, on s'en rend pas trop compte, je trouve. C'est un énorme pavé de 500 pages. En plus, c'est un livre qui est en assez grand format, l'air de rien. Et surtout qui est écrit en vraiment petit, la page est bien pleine, etc. Donc, comme sur tous les textes que je fais en live, à chaque fois, il y a plusieurs lives peut-être, de rodage, on va dire, où j'appréhende l'œuvre, je domestique et j'apprivoise cette fois-ci le chat, pour savoir un petit peu comment je vais découper la lecture sur différents lives, en combien de temps à peu près je vais lire l'œuvre et ainsi de suite. Donc là voilà, je vais vraiment être ce soir dans une prospection. Je vais essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir aller avec ce roman. Donc j'ai décidé que ce soir je lirai uniquement le chapitre 1, même si ça fait un live très très court. Comme ça j'arriverai mieux à me rendre compte de combien de temps il me faut pour lire une page et ainsi de suite. Et du coup faire des découpes plus propres pour la suite. Sachant qu'en plus le chapitre 2, donc le chapitre 1 pour vous donner un ordre d'idée, le chapitre 1 fait une vingtaine de pages. Le chapitre 2 fait 60 pages, un truc comme ça, je crois. Et du coup, j'étais en mode, bah ouais, mais si je lis le chapitre 1 et le chapitre 2, je vais mettre 3 heures de live. Enfin, donc du coup, voilà, j'ai vraiment du mal à appréhender comment je vais découper cette œuvre. Euh, et je préfère, comme d'habitude, garder des unités de sens qui font sens. Donc voilà, je préfère découper en chapitres et pas dire, bon, bah je vais vous lire la moitié du chapitre 2 et je vous lirai l'autre moitié la prochaine fois. Enfin voilà, je trouve ça un peu difficile de faire ça. Donc tant pis, quitte à avoir des lives totalement pas réguliers en taille, je préfère faire comme ça. Je pense que c'est la meilleure solution à adopter. Et donc on va voir un peu ça ce soir. Comme je le disais, je suis vraiment totalement étranger à cette littérature. En fait, ça nous vient d'un truc, ça nous vient de quelque part. Tout cela, bah, je vois qu'en plus on me pose la question dans le chat. Donc je vais d'abord faire un petit coucou au chat. Bonsoir Lord Seat, bonsoir les Canaries, bonsoir Chassouad, bienvenue à tous. Et d'ailleurs, merci les Canaries pour le follow pendant que j'étais en off, ça fait plaisir. Il y a eu également un follow de Otonochi et d'Enaline Art. Donc merci à vous deux que j'ai croisé sur le live de Jérôme. Merci à vous trois du coup pour les follow, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que ça sera de votre goût, j'espère que vous allez prendre du plaisir sur ce live. Je vous invite tous et toutes à prendre à manger et à boire, à bien vous installer. Je vous souhaite la bonne santé. Et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Et du coup, les Canaries qui demandent comment tu es venu sur ce livre. Et justement, ça vient d'une envie perso mixée à des hasards. Grosso modo.
Personnellement, c'est une envie que j'avais émis plusieurs fois en live ces derniers temps, ces derniers mois, voire années en fait. En tout cas, ça fait pas mal de temps que j'en parle. Une fois de temps en temps, je vous dis, j'aimerais bien partir sur de la littérature étrangère, de la littérature peut-être un peu moins connue, parce que l'air de rien, la majorité des œuvres qu'on peut lire classiquement, j'ai envie de dire, c'est soit de la littérature américaine, soit de la littérature anglaise, soit de la littérature française. Je vais dire que c'est les trois grands panthéons entre guillemets de la littérature. Et encore, si je veux être vraiment juste, enfin vraiment juste, en termes de quantité du moins et en termes de prestige, après je donne pas du tout de jugement de valeur sur tout ça, etc. Mais je vais dire que la littérature française, elle est un peu mise en exergue comme ça, bien au-dessus, comme ça, sur un podium. Après, je dirais que c'est anglais, après, je dirais que c'est américain, russe. Et après, on part déjà sur des choses un petit peu moins connues, un petit peu plus obscures. La littérature italienne a fortement marché à une époque aussi. Maintenant, ça se perd un petit peu plus, mais ça a eu sa grande époque aussi. Après, on a eu de la littérature, comme je le disais, russe. Euh, un peu littérature des pays de l'Est, littérature espagnole, etc. etc. Euh, Après, littérature brésilienne et tout aussi, je crois qu'il y a des trucs. Enfin, ouais, bon. De toute manière, il y a des littératures différentes de tous les pays du monde en vérité. Mais disons que voilà, comme je le disais, il y a des grands panthéons. Et j'aurais bien aimé un petit peu m'écarter de ce qui était le plus connu, juste pour faire, bah, par pure curiosité en fait, pour faire des découvertes. Donc je me disais, ce serait intéressant d'aller dans une littérature moins connue, moins mise en avant. Mais en fait, c'est pas facile de trouver des œuvres, je trouve. Et j'avais émis l'hypothèse de peut-être aller vers de la littérature africaine, de la littérature asiatique, sud-américaine et ainsi de suite. Et puis peut-être de pays plus spécifiques par la suite. Mais enfin voilà, j'avais émis en tout cas l'hypothèse que ça serait sympa de découvrir des choses un petit peu différentes, imbibé d'une culture différente et du coup qui sortirait certainement de la littérature un petit peu variée. Donc ça c'est des envies que j'avais et dans vos suggestions, puisque je le répète, vous pouvez tout à fait continuer à me faire des suggestions sur des œuvres que vous verriez bien en live de lecture, sachant que ma seule règle jusqu'à présent a été que, en vrai les deux seules règles c'est que j'ai un petit peu envie de le lire, donc au moins essayer de me donner envie. Et aussi, bah, bien sûr, le fait que ce soit dans le domaine public. Donc ça, grosso modo, pour faire une règle très basique, euh, grosso modo, pour la plupart des cas, le fait que l'auteur soit mort depuis 71 ans, ça valide le fait que ce soit dans le domaine public. Pour faire très très gros, voilà, je vous donne une règle très large, mais après moi, de mon côté, je revérifie quand je fais une lecture et ainsi de suite. L'autre site, c'est sûr qu'on peut oublier celle du Québec, puisqu'on a 100 ans sans aucune littérature en français, puisque les Anglais qui nous ont envahis nous ont privés de littérature de langue française pour nous assimiler. Ah, j'étais pas au courant de ce fait historique, Lord Site, mais c'est vrai, c'est sûr que la littérature, de toute manière, est hyper liée aussi à la culture du pays, à son histoire et ainsi de suite. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller chercher ailleurs, parce que je pense on peut se baigner dans de nouvelles nuances, dans de nouvelles couleurs, et ça peut être intéressant. Mêlé à cela, donc, vous m'avez fait des suggestions, et parmi ces suggestions, il y en a une qui est revenue plusieurs fois, je saurais plus dire de qui exactement. C'est revenu plusieurs fois, mais en tout cas, je sais que c'est revenu de très nombreuses fois d'une personne en particulier que vous connaissez peut-être si vous avez déjà lu, enfin si vous avez déjà suivi mes lives, puisqu'il s'agit de Damien Allemand, dont j'avais lu une œuvre en live qui était Columbus, le voyage sans retour. Oui, voilà, j'avais peur de plus me souvenir du sous-titre. Donc c'était Columbus, le voyage sans retour. C'était très sympa à découvrir. Et du coup, Damien Allemand bah, m'avait fait plusieurs fois cette demande de lire Je suis un chat de Natsume Soseki. La littérature japonaise, je connais vraiment pas. J'ai aucun titre d'œuvre en tête. La seule littérature japonaise que j'ai consommée, ce sont beaucoup de mangas. Mais c'est vrai que en termes de littérature plus classique, donc des romans, des nouvelles,
Je connais absolument pas. Donc ça va être une petite découverte, même une grosse découverte. Je suis vachement curieux et je sais vraiment pas où je mets les pieds. Damien Allemand, ça va, j'ai confiance, on a beaucoup parlé ensemble, etc. Donc je ne pense pas qu'il m'ait refourgué un bouquin de pacotille, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que je suis ouais, très étranger à la chose et du coup très impatient et à la fois dans l'expectative, quoi. Je suis un peu le cul entre deux chaises à me dire est-ce que ça va être bien, est-ce que je vais trouver des trucs qui me plaisent là-dedans et ainsi de suite. Mais bon, à voir, à voir. En tout cas, ça m'intéresse bien de découvrir de toute manière parce que, vous l'aurez peut-être compris, c'est l'une de mes démarches. Si je dois me donner des qualités en espérant que j'en ai un petit peu, je pense que je suis curieux et je ne pense pas que ce soit un vilain défaut. Donc, du coup, voilà. Je pense que c'est pas mal d'être curieux et d'aller voir un petit peu de tout. Et du coup, voilà. J'ai l'appétit pour aller voir ça. Pour aller voir de nouvelles choses. Bonsoir Chéro, d'ailleurs, pardon, je sais pas si je l'avais dit. Bienvenue sur le live, cher ami, j'espère que tu vas bien. Le paradis perdu de John Milton. Ah, intéressant les Canaries. Faudra que je le note, faudra que je pense à le noter après le live, mais merci pour la suggestion. Faudra que je le note et que j'aille checker ça, ça peut être pas mal. Parce que ça me dit quelque chose, mais je l'ai jamais lu et je sais pas précisément de quoi ça parle, donc ça peut être très cool. Bien les amis, trêve de bavardage, vu que c'est le premier live de la semaine, forcément je me dois de le faire rapidement, vous le savez. Le programme de la semaine, ça va être quoi? Ce soir, live de lecture sur Je suis un chat de Natsume Soseki. Vendredi 21h, rebelote, certainement le chapitre 2 du coup. Dimanche, il n'y aura pas de live de découverte de l'univers de League of Legends. Pourquoi? Tout simplement parce que je serai pas disponible. Je pense que je serai disponible malgré tout le soir pour l'espèce de permanence que j'ai instaurée depuis quelques semaines sur Discord. Donc voilà, pour ce qui est des lives réguliers, habituels, fixes d'une semaine, voilà le programme. Pour le dimanche soir de 21h à minuit, où je me mets en ligne en vocal sur mon Discord pour parler avec vous, partager avec vous, jouer avec vous, je serai normalement disponible. D'ailleurs, dimanche, ça a été vraiment fun. On a fait plein de choses. On a joué à Brawlhalla, on a joué à AI Dungeon. Enfin, AI et Dungeon. C'était vraiment sympa et ça me donne trop envie de faire des lives dessus. Voilà, restez connectés, ça peut arriver en live chaotique ça. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment botté et vous le savez, je n'aime pas ce mot de permanence pour désigner cette soirée. Et vous avez été plusieurs à essayer de trouver des noms à cette soirée, ça m'a fait marrer. À essayer de trouver des noms à ce créneau. Un nom que j'ai beaucoup apprécié, qui a été partagé sur un commentaire YouTube, c'était le mot veillée. Alors c'était la veillée interstellaire, voilà, avec mon délire des étoiles, des univers, des mondes, etc. Je trouvais l'idée très bien trouvée et je trouve que ça rentre parfaitement dans mon délire. Malgré tout, je pense que purement pour des goûts de sonorité, etc., etc., donc presque des goûts ouais, esthétiques, quoi, enfin voilà, je pense que je vais plutôt partir sur la veillée, tout simplement. Donc je pense que tous les dimanches, il y aura une veillée, peut-être la veillée du dimanche, justement, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, c'est en cogitation, mais il y a des bonnes pistes. Il y a des très bonnes pistes, et je pense que j'en parlerai plus volontiers maintenant en tant que veillée plutôt qu'en tant que permanence. Permanence, je trouve ça vraiment horrible. Permanence, ça fait vraiment genre, je suis obligé d'être là et de vous accueillir, ça me dégoûte. Vraiment, voilà, je trouve ça très antipathique. Mais bon, bref. Donc voilà, la veillée devrait avoir lieu ce dimanche, pas de soucis. Concernant les lives chaotiques, bah c'est chaotique, je peux pas vous dire, donc suivez Facebook, Discord, Twitter pour être mis au courant au jour le jour d'un éventuel live imprévu. Je peux tout simplement vous dire que s'il y a des lives imprévus cette semaine, ça sera certainement des lives de gaming sur Sea of Thieves, il y a des chances. Quoique, il faut que j'installe mon deuxième écran, parce que même si j'ai pas encore reçu ma nouvelle caméra,
Ça commence à être long et ça commence à être chiant. Cette commande, elle commence vraiment à tarder. Donc, tant pis. J'attendais de tout recevoir avant de tout installer mon nouveau setup. Mais là, je pense que tant pis, je vais quand même installer le deuxième écran parce que j'en ai vraiment besoin pour les lives de gaming. Sinon, c'est impossible de suivre le chat en même temps que je joue. Donc voilà. Je pense que il faut d'abord que j'installe le deuxième écran avant de faire un live de gaming. Bref. Faudra aussi, enfin il y a possibilité aussi d'autres lives, ça sera un peu aléatoire. Comme je le disais, un live sur High Dungeon, ça me tente beaucoup, ça me fait beaucoup de l'œil. Donc voilà, ça c'est bien possible. Et sinon, c'est tout pour le programme de la semaine, hein, grosso modo. Mais je peux vous dire aussi qu'il risque de ne pas forcément y avoir beaucoup de lives, tout simplement parce que je vais être occupé. Occupé à quoi? Master et bol de gomme, occupé à une surprise. Je vais dire surprise pour vraiment faire monter la hype comme un connard. Mais sachez que j'ai tellement envie de vous en parler. Genre, en fait, j'attendais depuis quelques semaines que ce soit fini pour pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, il y a une grosse étape qui a été finie. Une grosse étape qui valide le projet en quelque sorte. Maintenant, ça me lance sur une deuxième étape que je dois réaliser avant de vous en parler. Et cette deuxième étape, j'espère réussir à réaliser quelque chose de sympathique. Et j'espère vous le montrer rapidement. Mais en tout cas, je vais y travailler cette semaine. Faut que j'attende qu'il fasse beau pour aller un petit peu dehors. J'en dis pas plus. Mais ouais, j'espère vraiment vous venir avec cette chose dont je ne peux pas parler, mais qui me dévore de l'intérieur. J'ai tellement envie de vous dire tout. C'est vraiment horrible. Genre, c'est vraiment horrible de me retenir pour moi qui est vraiment cette personnalité-là de vouloir parler, de vouloir partager les choses qui m'excitent et qui me passionnent. Mais ouais, il y a vraiment un truc qui me hype personnellement beaucoup, qui est en préparation, dont je peux pas vous parler, mais j'ai hâte que vous le voyez et j'espère que ça vous plaira. Voilà, walou. C'était pour faire monter un petit peu la hype. Et du coup, bon courage pour le travail, Lord Sith. Merci d'être passé faire un coucou, ça fait plaisir. Et les amis, cette fois-ci, trêve de bavardage, nous allons nous jeter sur la lecture de Je suis un chat de Natsume Soseki. Je vais pas en dire davantage pour pas spoiler l'histoire. De toute manière, à vrai dire, moi-même, j'en sais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est petites informations que j'ai rapidement pêchées sur internet avant le live. Natsume Soseki, auteur du début du XXe siècle. Le texte est sorti, je crois, en 1906 ou 7, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et bien sûr, vous l'aurez peut-être compris, japonais. Donc voilà. C'est à peu près toutes les infos que j'ai en vérité. De toute manière, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en connais pas plus. Ça va être une totale découverte, une totale surprise pour moi aussi. Ainsi que le temps que je vais mettre à lire ce premier chapitre, puisque comme je le disais, les pages sont grandes, bien remplies, avec des lignes toutes petites. Donc je me demande si pour 20 pages, je vais pas mettre le temps de lecture que je mettrais d'habitude pour 40. Enfin bon, bref. De toute manière, je le répète, ce sera le seul chapitre du soir, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Au pire, ça nous fera un petit live de transition comme ça, entre la lecture de Sherlock Holmes et de Je suis un chat. Et cette fois-ci, je ferme ma gueule. Et on est parti pour la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonsoir, bienvenue sur le live, le Bosquet de Kain. Bonne écoute, Bosquet de Kain. Bonne écoute, Chéro, Lord Sith. Bah non, il nous a quittés. Chassoad, les Canaries. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour la pause ou l'outro. Je pense vraisemblablement l'outro. Je pense que je vais tout lire d'un coup. À tout à l'heure. Je suis un chat de Natsume Soseki. Chapitre 1. Je suis un chat. Je n'ai pas encore de nom. Je n'ai aucune idée du lieu où je suis né. La seule chose dont je me souvienne est que je miaulais dans un endroit sombre et humide. C'est là que pour la première fois j'ai vu un être humain. En plus, comme je l'ai appris par la suite, il appartenait à l'espèce des étudiants à demeure,
la plus féroce parmi les hommes. Il paraît que ces étudiants nous attrapent parfois, puis nous cuisent et nous mangent. Toutefois, comme je ne pensais à rien en ce temps-là, je n'étais pas particulièrement effrayé. Je ne ressentis qu'une légère impression de flottement quand il me souleva lestement sur la paume de sa main, et lorsque le mouvement s'arrêta un peu, je vis son visage. Ce fut probablement mon premier regard sur ce qu'on appelle l'homme. J'eus à ce moment le sentiment que c'était une chose bien étrange, sentiment que je garde encore maintenant. D'abord, le visage qui aurait dû être couvert de poils était lisse comme une bouilloire. J'ai rencontré beaucoup de chats par la suite, mais je n'ai jamais revu pareil estropié. Il y a plus. Une énorme protubérance se dressait en plein milieu de son visage, et par les trous placés là, il soufflait des bouffées de fumée. J'en suffoquais, et cela me tourmentait beaucoup. J'ai fini par apprendre récemment que c'était là ce qu'on nomme le tabac, que fument les hommes. Pendant un moment, je restai confortablement installé sur la main de l'étudiant, mais bientôt, il se mit à me balancer à une vitesse extraordinaire. Je ne savais si c'était l'étudiant qui remuait ou moi seul, mais la tête me tournait terriblement, et j'en avais des nausées. Il m'apparut alors que j'étais perdu, et au même moment il y eut un bruit sourd qui me mit des étincelles dans les yeux. Mes souvenirs vont jusque-là, et c'est en vain que j'essaie de me rappeler ce qui suivit. Lorsque je retrouvai mes esprits, l'étudiant était parti. Je ne voyais plus rien de mes nombreux frères et sœurs. Ma mère elle-même, à qui je tenais tant, avait disparu. De plus, au contraire de l'endroit où j'étais encore récemment, celui-ci était si lumineux que je ne pouvais garder les yeux ouverts. Tout en me disant que cela était bien bizarre, j'essayai de faire quelques pas, mais je ressentis une douleur atroce. On m'avait enlevé de ma litière de paille et jeté sans plus de façon dans un fourré de bambou nain. J'en sortis en rampant péniblement, et je me retrouvai en face d'un large bassin. Je m'accroupis devant en me demandant ce que je pourrais bien faire. Rien ne se présentait à moi. Puis l'idée me vint de miauler quelque temps. Peut-être l'étudiant viendrait-il me chercher. Je lançai quelques miaou pour voir, mais personne ne vint. Peu à peu, le vent se mit à souffler par-dessus le bassin et le soir tomba. Je commençais à avoir très faim, et je n'arrivais même plus à miauler. Je me résignai à aller quelque part où il y eût quelque chose à manger, et je me mis à contourner le bassin par la gauche. Ce fut très pénible, mais je serrai les dents, et en me forçant à marcher, j'arrivai à grand-peine dans un endroit qui sentait l'homme. Avec l'idée que cela donnerait bien quelques résultats si j'entrais là, je me faufilai dans une maison par le trou d'une haie défoncée. Le sort est une chose mystérieuse. Si cette haie n'avait pas eu de brèche, j'aurais pu mourir de faim au bord de la route. On a dit avec raison que même une rencontre fortuite sous un arbre n'est pas un hasard. N'est pas un hasard. Jusqu'à aujourd'hui, ce trou dans la haie m'a servi de passage lors de mes visites à Mike, la chatte à poils blancs, noirs et bruns, qui habite dans la maison voisine. Je m'étais bien introduit dans une maison, mais je ne savais pas quoi faire ensuite. Petit à petit, l'obscurité était venue, j'avais faim, il faisait vraiment froid, et la pluie s'était mise à tomber. Devant tout cela, je n'avais pas le loisir d'hésiter plus longtemps. Ignorant les conséquences possibles, je me dirigeai vers un endroit qui semblait clair et chaud. Maintenant que j'y pense, j'étais à ce moment entré depuis quelque temps déjà dans la maison. C'est là que l'occasion me fut donnée de voir des êtres humains autres que l'étudiant. Le premier que je rencontrai fut une domestique, Osan. Elle était encore plus brutale que l'étudiant, et dès qu'elle me vit, elle me prit par la peau du cou et me jeta dehors. « Eh bien, c'est raté, pensai-je, et fermant les yeux, je m'en remis à mon sort. Mais je ne pouvais plus supporter le froid et la faim. Profitant d'un moment d'inattention de la bonne, je regrimpai dans la cuisine, et je fus rejeté dehors. À peine rejeté, je regrimpai. Aussitôt regrimpé, j'étais rejeté. Je me rappelle avoir continué cet exercice 4 ou 5 fois. C'est alors que naquit en moi une profonde aversion pour Osan. Ces jours derniers, je lui ai volé un sanma, et cette vengeance m'a délivré de ce que j'avais sur le cœur. J'allais être expulsé encore une fois quand le maître de la maison apparut, en se plaignant du tapage et en demandant ce qui se passait. La bonne se tourna vers lui en me tenant suspendu dans sa main et lui dit qu'elle ne savait plus que faire de ce petit chat, ce vagabond, qui revenait dans sa cuisine autant de fois qu'elle l'enchassait. Le maître me regarda un instant, en tortillant les poils noirs qu'il avait sous le nez, puis il dit « Alors laissez-le entrer !» Et il se retira dans une pièce voisine.
Il me donna l'impression d'être un homme taciturne. La bonne, d'un air plein de dépit, me lança dans la cuisine, et c'est ainsi que j'en vins à établir mes pénates dans cette maison. Mon maître et moi, nous trouvons rarement face à face. Il paraît qu'il est professeur. Quand il revient de l'école, il s'enferme dans son bureau pour le reste de la journée et n'en sort presque pas. Sa famille le prend pour un homme très studieux. Lui aussi fait semblant de l'être, mais en réalité ce n'est pas le travailleur que l'on croit ici. De temps en temps je me glisse à pattes de chat dans son bureau pour jeter un coup d'œil, et je le trouve souvent en train de faire un petit somme. Parfois il bave sur le livre qu'il a commencé à lire. Il a l'estomac malade, ce qui lui donne un teint de couleur jaune clair, et son attitude est faite de raideur et de lourdeur. Mais cela ne l'empêche pas d'être un gros mangeur. Quand il a avalé son copieux repas, il prend de la tacadiastase, puis il ouvre un livre. Au bout de 2 ou 3 pages, il s'endort et bave sur le livre. Programme habituel qui se répète chaque soir. Tout chat que je sois, il m'arrive de penser. Un professeur a vraiment une vie heureuse. Si je renaissais en homme, je voudrais n'être que professeur. Si on peut occuper un emploi en dormant autant, un chat aussi en est capable. Et malgré cela, d'après mon maître, il n'y a rien de plus pénible que ce métier de professeur, et chaque fois que ses amis viennent chez lui, il grogne sur une chose ou une autre. Quand je suis entré dans cette maison, personne ne m'appréciait, à part mon maître. J'essuyais des rebuffades partout où j'allais, et personne ne voulait de ma compagnie. Le fait qu'on ne m'a pas encore donné de nom montre à quel point j'ai été négligé. Je m'y suis résigné, et j'ai fait mon possible pour rester près de mon maître, car c'est lui qui m'a laissé entrer dans sa maison. Le matin, quand il lit le journal, je monte toujours sur ses genoux. Quand il fait un somme, je grimpe sur son dos. Cela ne veut pas dire que j'ai de l'affection pour lui, mais comme je n'ai personne pour s'occuper de moi, vers qui puis-je me réfugier? Par la suite, après divers essais, j'ai choisi de dormir sur la boîte où on sert le riz le matin, sur le kotatsu le soir et sur la véranda par les belles journées. Mais ce que je préfère par-dessus tout est me glisser la nuit dans le lit des fillettes et dormir avec elles. Elles ont 2 et 5 ans, et la nuit elles dorment à 2 dans le même lit. Je m'arrange toujours pour trouver une place entre elles et m'y frayer une couche, mais quand par malheur l'une d'entre elles se réveille, quelle affaire! Ces fillettes, surtout la plus jeune qui a le caractère méchant, hurlent en pleine nuit que le chat est là, et se mettent à pleurer de tous leurs poumons. Sur quoi mon maître, qui souffre de troubles stomacaux d'origine psychosomatique, se réveille immanquablement et arrive en trombe de la chambre voisine. Dernièrement, j'ai ainsi reçu une rude fessée à coups de règle. Plus j'observe les humains avec qui je vis, plus je me sens porté à affirmer que ce sont des égoïstes. Les enfants en particulier, dont je partage quelquefois le lit, ont une conduite au-delà de toute expression. Quand l'envie les en prend, elles vous mettent les pattes en l'air et la tête en bas, vous enferment la tête dans un sac, vous lancent çà et là, et vous bourrent dans le four de la cuisinière. Mais que j'essaie de montrer un peu mes griffes, et voilà toute la famille à mes trousses pour me molester. Récemment, je m'aiguisais quelque peu les griffes sur les nattes qui recouvrent le plancher. Eh bien, la maîtresse est devenue cramoisie de colère, et ne veut plus me laisser rentrer dans le salon. Trembler de froid sur le plancher de la cuisine, on s'en moque. Shiro, qui habite la maison de l'autre côté de la rue, et que je respecte beaucoup, me dit à chacune de nos rencontres qu'il n'y a rien d'aussi cruel que les hommes. Shiro a mis au monde l'autre jour 4 merveilleux chatons. Mais au 3e jour, l'étudiant de cette maison les a emmenés vers le bassin qui est derrière, et les y a jetés tous les 4. Shiro m'a raconté cette histoire en pleurant, et m'a dit que pour que nous, les chats, puissions réaliser notre amour pour notre progéniture et mener une belle vie de famille, il nous faudrait lutter avec les hommes et les exterminer. Je pense qu'elle a raison en tout point. D'autre part, Mike, de la maison voisine, ne se tient plus d'indignation. Les hommes ne comprennent pas le droit de possession, dit-elle. Dans notre race, celui qui trouve le premier une tête de sardine séchée ou un ombilic de muge a tout naturellement le droit de les manger. Si l'un de nous n'obéit pas à cette règle, on peut faire appel à la force. Mais les humains, eux, ne semblent pas le moins du monde au courant de cela, et toutes nos bonnes trouvailles nous sont pillées pour leur profit. Ils profitent de leur force pour nous voler sans scrupule ce qu'en toute équité nous avons le droit de manger. Shiro habite chez un militaire, et le maître de Mike est avocat. Pour moi, je suis d'autant plus optimiste qu'elle sur ce genre de choses que j'habite chez un professeur. Il me suffit de pouvoir vivre seulement au jour le jour.
Les hommes, malgré leur grand nom, ne vont pas éternellement prospérer. Bah, patience, et attendons que vienne l'heure des chats. Cet arbitraire des hommes me rappelle une bévue que son caractère lunatique fit commettre à mon maître, et que je vais vous raconter. De nature, il ne sait rien faire mieux que les autres, mais il aime toucher à tout. Il compose des haïkus, et les envoie à la revue Ototogitsu, écrit des poèmes de style moderne qu'il présente au magazine Myojo, rédige des essais dans un anglais grouillant de fautes, se passionne à l'occasion pour le tir à l'arc, étudie le récitatif, exécute parfois encore quelques notes grinçantes sur un violon, mais malheureusement, rien ne lui réussit. Ni cela, ni sa maladie d'estomac ne l'empêchent de mettre toute son ardeur à une activité quand il l'a commencée. Il s'exerce au récitatif dans les lieux d'aisance, ce qui lui a valu d'être surnommé le sire de la garde-robe dans le voisinage. Cela le laisse imperturbable. Il continue à ressasser de plus belle. Je suis Taira no Munemori. Voilà encore son Munemori, disaient les voisins, et de pouffer de rire. Je ne sais pas ce qui lui était passé par la tête, mais un mois environ après mon arrivée, un jour de traitement, il revint tout excité avec un gros paquet dans les mains. Je me demandais ce qu'il avait pu acheter. C'était une boîte d'aquarelles, des pinceaux et du papier Wattman. Il allait donc abandonner le récitatif et les haïkus pour la peinture. Et en effet, à partir du lendemain et pour un bon moment, il ne fit que peindre chaque jour dans son bureau, sans même faire sa sieste. Mais à voir le résultat, personne ne put identifier ce qu'il avait peint. Il dit lui-même estimer que ce n'était guère prometteur, car un jour, un de ses amis se piquant de connaître l'esthétique étant venu le voir, je l'entendis tenir les propos suivants. « Je n'arrive pas à peindre de façon satisfaisante. Quand on regarde les autres, cela n'a l'air de rien, mais quand on prend le pinceau soi-même, on s'aperçoit que c'est bien plus difficile qu'on ne le pense. » Ce qu'il confessait confirmait bien ce que je pensais. Son ami, le regardant par-dessus la monture dorée de ses lunettes, lui répondit « Tu ne peux pas bien peindre dès le début. Et d'abord, tu ne peux pas peindre en chambre avec ta seule imagination. Jadis, le grand peintre italien Andrea del Sarto a dit « Pour peindre, il faut reproduire la nature comme elle est. Dans le ciel, les corps célestes, sur la terre, les fleurs couvertes de rosée. Il y a des oiseaux qui volent, des animaux qui courent, des poissons rouges dans les bassins, des corbeaux en hiver sur les arbres desséchés. La nature est un grand tableau vivant. Qu'en penses-tu? Si tu veux faire un tableau digne de ce nom, pourquoi ne fais-tu pas d'esquisse » Ah ah, Andrea del Sarto a dit cela? Je n'en savais rien. Bien sûr, il a raison. C'est exactement cela. Mon maître ruisselait d'admiration. Derrière les lunettes à monture dorée, une lueur de dérision apparut. Le lendemain, je sommeillais confortablement sur la véranda, comme d'habitude, lorsque mon maître, par exception, sortit de son bureau, s'installa derrière moi et se plongea dans une grande activité. Cela me tira de mon sommeil et j'entr'ouvris très légèrement les yeux pour voir ce qu'il faisait. Il était tout occupé à se prendre pour Andrea del Sarto. Je ne pus réprimer un sourire à ce spectacle. Il me prenait pour modèle de croquis à la suite de la plaisanterie de son ami, mais j'avais déjà suffisamment dormi. Malgré une grande envie de bâiller, je pris patience à la pensée qu'il serait dommage de remuer alors que mon maître mettait toute son application à manier le pinceau. Il avait dessiné mes contours et mettait de la couleur sur ma tête. Je voudrais ici avouer quelque chose. Comme chat, je ne suis pas une brillante réussite. Je ne crois pas du tout que ma taille, ma fourrure ou ma physionomie soient supérieures à ceux que possèdent les autres chats. Mais si je ne suis pas un chef-d'œuvre, je pense n'avoir rien de commun avec l'étrange apparition qui naissait du pinceau de mon maître. D'abord, les couleurs étaient fausses. Comme les chats persans, j'ai une fourrure gris clair avec un peu de jaune et tachée de laque. Il me semble que c'est un fait dont on ne peut douter quand on m'a vu une fois. Or, les couleurs employées par mon maître n'étaient ni le jaune ni le noir, le gris ou le brun, ou encore toutes ces couleurs mélangées. Ce n'était qu'une sorte de vague couleur unique. Je ne vois pas d'autre expression. Ensuite, pour une raison mystérieuse, il n'y avait pas d'yeux. Phénomène peut-être compréhensible, puisque c'était une esquisse de chat endormi, mais comme il n'y avait même pas d'endroit suggérant les yeux, on ne pouvait pas déterminer si le chat du tableau était aveugle ou en train de dormir. Je pensais à part moi que, si c'était là l'enseignement d'Andrea del Sarto, cela ne valait pas grand-chose, mais je ne pus qu'admirer le bel enthousiasme de mon maître. J'aurais voulu remuer le moins possible, mais ma vessie me sollicitait depuis quelque temps, et j'avais des fourmis dans tous les muscles. J'en arrivais à ne plus pouvoir résister une minute de plus. De guerre lasse, je me permis d'allonger mes pattes à souhait et de libérer un long bâillement en étirant mon cou au ras du sol. Dans ces conditions, ce n'était plus la peine de rester immobile.
De toute manière, j'avais gâché les projets de mon maître, et je m'en allais placidement à mon affaire derrière la maison. Sur quoi mon maître, d'une voix où se mêlaient le dépit et la colère, tonna de l'intérieur de la maison. Espèce de sale bête. Il a l'habitude de toujours employer cette espèce de quand il fulmine contre les gens. J'admets qu'il ne connaît pas d'autre façon d'injurier, mais je le trouve bien grossier de me traiter de sale bête sans savoir combien je m'étais retenu. Si encore il me faisait un tant soit peu bon visage quand je grimpe sur son dos, je ne me plaindrais pas trop de cet ouvrage. Mais c'est un rude coup d'être traité de sale bête parce que je voulais me soulager. Lui ne m'a jamais rien accordé de bon cœur qui soit à mon avantage. Il est dans la nature des hommes de devenir présomptueux et de tirer vanité de leur force, à moins que quelqu'un de plus puissant qu'eux n'apparaisse pour les molester un peu, jusqu'où ira leur présomption. Si leur caprice n'allait pas plus loin, ils seraient encore supportables, mais des récits encore plus lamentables sur leur manque de scrupules me sont venus aux oreilles. Derrière la maison où j'habite, il y a un espace d'une trentaine de mètres carrés planté de thé. Il n'est pas grand, mais délassant et agréablement ensoleillé. Quand les enfants font trop de tapage pour que je puisse dormir, quand je m'ennuie trop ou que je me sens l'estomac lourd, j'ai l'habitude d'aller m'y détendre l'esprit. C'était une paisible journée d'été de la Saint-Martin, vers les 2 heures de l'après-midi. Après une agréable sieste consécutive au repas de midi, je me dirigeai vers le carré de thé pour prendre un peu d'exercice. Tout en humant chaque plan au passage, j'arrivai près d'une haie de cryptomères sur le côté ouest. Il y avait là un gros chat dormant affalé sur des chrysanthèmes fanés. Comme s'il ne s'était pas aperçu de mon approche, ou affectant l'indifférence s'il l'avait détectée, il continuait à dormir, étendu de tout son long, avec un puissant ronflement. Je ne pus réprimer quelque étonnement devant tant d'audace. Comment pouvait-on dormir aussi sereinement dans un jardin où on s'était introduit en fraude? C'était un véritable chat noir. Le soleil qui avait franchi le midi jetait sur lui des rayons transparents et des flammes minuscules semblaient jaillir de sa souple fourrure brillante. Il était d'une stature énorme qui lui aurait mérité le titre de roi des chats. Il avait certainement le double de ma taille. Pendant que debout devant lui je m'abîmais dans l'admiration et la curiosité, le vent d'automne venu de la haie de cryptomères caressa doucement les branches de sterculier, et 2 ou 3 feuilles tombèrent en bruissant sur le massif de chrysanthèmes fanés. Le roi ouvrit soudain ses yeux tout ronds. Je m'en souviens encore. Il brillait d'un éclat plus magnifique que l'ambre si prisé par les hommes. Il ne bougea pas, mais concentra l'éclat qui dardait du fond de ses prunelles sur mon front menu, et demanda « T'es qui donc, toi ?» Venant d'un roi, son langage me parut un peu vulgaire, mais dans sa voix, il y avait une force qui aurait terrassé même un chien, ce qui m'inspira quelque crainte. Cependant, estimant risqué de ne pas le saluer, je lui répondis en m'efforçant d'affecter une indifférence tranquille. « Je suis un chat, je n'ai pas encore de nom. » En réalité, mon cœur battait bien plus vite que d'habitude. D'un ton écrasant de mépris, il répartit. « Un chat, toi ? Qu'est-ce qu'il faut entendre ? Et où est-ce que tu niches ? Et où est-ce que tu niches ?» Il était fort insolent. « J'habite dans la maison du professeur, ici. » Je m'en étais bien douté. T'es tout décharné. En roi qu'il était, il posait un peu, mais d'après son langage, il ne venait certainement pas d'une bonne famille. Son aspect dodu et luisant indiquait toutefois qu'il devait bien manger et vivre dans l'aisance. Je ne pus m'empêcher de lui demander. « Et toi, qui es-tu » Il répondit fièrement. « Moi, je suis Kouro, de chez le voiturier. » Kouro, de chez le voiturier, était un vandale connu de tout le monde dans le quartier. Cependant, venant de chez un voiturier manieur de pousse-pousse, il n'avait que la force et manquait totalement d'éducation. Aussi personne ne le fréquentait. C'était un individu que tous avaient pris le parti d'éviter. En entendant son nom, je ressentis un léger frisson de désagrément, tandis qu'une certaine condescendance naissait en moi. Voulant d'abord me rendre compte à quel point il était ignorant, je lui posai quelques questions. « Je me demande qui est le plus important, d'un voiturier et d'un professeur. » « Le voiturier est le plus fort, ça va de soi. Regarde donc ton maître, ce n'est qu'un bout de peau sur un fagot d'os. »« Tu as l'air fort aussi, à vivre chez un voiturier. Tu dois avoir beaucoup de bonnes choses à manger. »« Moi, je peux aller dans n'importe quel pays. Je ne serai jamais ennuyé pour trouver à manger. Suis-moi donc un peu au lieu de tourner dans ce champ de thé. Avant un mois, tu vas tellement grossir qu'on ne te reconnaîtra plus. »« Plus tard, je t'en prierai peut-être, mais il me semble qu'un professeur habite dans une plus grande maison qu'un voiturier. »« Va au diable. Une maison aussi grande que tu veux ne te remplit pas le ventre. » Il semblait très irrité,
et rabattant à plusieurs reprises ses oreilles pointues comme des bambous aiguisés, il partit sans plus de façon. C'est ainsi que je vis connaissance avec Kuro de chez le voiturier. Par la suite, il m'arriva plusieurs fois de le rencontrer. À chacune de ces rencontres, il se lançait dans des vantardises qui sont bien d'un voiturier. C'est en fait de Kuro que je tiens ces affaires, dont je parlais plus tôt, où éclate le manque de scrupules des hommes. Un jour, comme d'habitude, Kuro et moi étions vautrés dans le petit champ de thé où il faisait chaud, et nous discourions de choses et d'autres. Après avoir ressassé les mêmes fanfaronnades comme si je ne les connaissais pas, il me demanda « T'as pris combien de souris jusqu'à maintenant ?» Je me flatte d'avoir des connaissances beaucoup plus avancées que Kuro, mais pour la force et la vaillance, je ne peux pas soutenir la comparaison avec lui. J'en avais pris mon parti, mais je me sentis quand même gêné à cette question. Toutefois, les faits sont les faits, et comme je ne pouvais pas lui mentir, je répondis « Eh bien, je voudrais en attraper, mais je n'en ai pas encore pris. » Kuro partit d'un grand rire, qui faisait tressauter les longues moustaches plantées droit sur le bout de son museau. Il est un peu simplé comme tous ceux qui se vantent, et à condition qu'on l'écoute bien en ronronnant, comme si on admirait ses rodomontades, il est facile à manier. Ayant trouvé cette astuce à la suite de nos rencontres, j'aurais été stupide d'aggraver encore la situation en cherchant des excuses à mon manque d'application, et je résolus de m'en tirer plutôt par un faux fuyant, en le laissant raconter ses prouesses. Je l'y incitai doucement. Avec l'expérience de ton âge, tu as dû en prendre beaucoup. Comme prévu, il se précipita dans le piège. Pas tellement, mais j'en ai bien pris 30 ou 40, répondit-il d'un air triomphal. Il continua. 100 ou 200 souris, je m'en charge tout seul. Mais les belettes, c'est un peu trop pour moi. Une fois j'ai passé un vilain moment avec une belette. Ah, et alors interrompis-je. Clignant ses grands yeux, il poursuivit. C'était à l'époque du grand nettoyage de la maison l'année dernière. Mon maître s'était glissé sous la véranda avec un sac de chaux, et voilà qu'une grosse belette sort tout ébahie. Hé hé, admirai-je. Bah, une belette, ce n'est guère plus gros qu'un rat. Pardon. Ah, une belette, ce n'est guère plus qu'un gros rat. Je me dis nom d'un chien, et je me lance à ses trousses. Je finis par la coincer dans un fossé. Bien joué, applaudis-je. Mais alors, au moment où j'allais l'achever, voilà que cette sale bête lâche son paix des situations désespérées. J'en ai été tellement empuanti que depuis ce temps, j'ai mal au cœur chaque fois que je vois une belette. Il se frotta le nez 2 ou 3 fois de sa patte de devant, comme s'il sentait encore la puanteur de l'année précédente. J'eus un peu pitié de lui, et pour le remonter, je lui dis « Mais les rats ne doivent avoir aucune chance contre toi. Tu es un fameux chasseur, et c'est peut-être parce que tu ne manges que des rats que tu es si gros, et que tu as le poil si luisant. » Chose étrange, cette question destinée à le flatter produisit l'effet inverse. Il dit avec un grand soupir « Quand on y pense, ça n'a rien d'intéressant. On a beau prendre des rats. Somme toute, il n'y a rien qui ait plus d'aplomb que les hommes. Ils prennent les rats qu'on a attrapés et les portent au poste de police. Au poste, on ne sait pas qui les a attrapés, et chaque fois les policiers donnent 5 cents par rat. Par exemple, mon maître a déjà gagné un yen, et 50 cents grâce à moi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il m'a donné quelque chose de convenable à manger. Tu vois, les hommes, c'est de vrais voleurs. Malgré son ignorance, Kuro était donc capable de comprendre au moins cela. D'un air furieux, il dressait en brosse les poils de son dos. Comme un certain malaise m'était venu, je m'arrangeai pour le quitter sous un prétexte plausible, et je rentrai à la maison. C'est depuis cette époque que j'ai décidé de ne jamais prendre de rats. Mais je ne suis pas non plus à la recherche d'autres bonnes choses, comme protéger de Kuro. Je trouve plus agréable de dormir que de bien manger. Il me semble qu'à vivre chez un professeur, un chat prend le même caractère que lui. Si je ne me surveille pas, il se pourrait que j'ai une maladie d'estomac. À propos de professeur, mon maître paraît avoir enfin compris ces derniers temps qu'il n'avait rien à espérer dans l'aquarelle. Voici ce qu'il écrit dans son journal à la date du 1er décembre. J'ai rencontré un nommé à la réunion d'aujourd'hui. On dit qu'il est passablement débauché et de fait son apparence est celle d'un viveur. Les individus de son tempérament étant aimés des femmes, il serait donc plus exact de dire que les circonstances l'ont mené à la débauche. Sa femme est une ancienne geisha, paraît-il. Il a bien de la chance. Ceux qui critiquent les débauchés sont en grande partie des gens qui n'ont pas le pouvoir de le devenir. De plus, parmi ceux qui se posent en débauchés, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de l'être. Ils font des efforts désespérés pour y arriver alors que les circonstances sont contre eux. C'est exactement comme pour mes peintures à l'aquarelle. Il n'y a aucune chance que j'arrive à maîtriser la technique,
Et pourtant ces gens-là prennent l'air supérieur de l'homme à succès. Si on peut prétendre être ce genre d'homme, parce qu'on va boire dans les cabarets ou parce qu'on fréquente les maisons de rencontres, je peux soutenir aussi que je suis un aquarelliste. De même que je ferais mieux de ne pas tenter de toile à l'aquarelle, un rustre sorti de sa campagne est bien supérieur à ces stupides galants. J'ai quelques objections à la théorie de mon maître sur les hommes à succès. D'autre part, qu'il envie à quelqu'un une épouse ancienne geisha est une niaiserie que, comme professeur, il devrait taire, mais son autocritique à propos de ses aquarelles ne laisse place à aucune contestation. Il possède ainsi quelques lumières sur ses capacités réelles, mais il a du mal à se débarrasser de la haute opinion qu'il a de lui-même. Voici ce qu'il écrit dans son journal 3 jours plus tard, le 4 décembre. Hier soir j'ai fait une aquarelle, mais elle ne ressemblait à rien. Puis j'ai rêvé que quelqu'un mettait dans un beau cadre les toiles que j'avais abandonnées et les accrochait à la frise sous le plafond. À les voir encadrées, je me sentais brusquement devenu un bon peintre. J'étais très content, et je n'en finissais plus de les contempler en pensant qu'ainsi elles étaient magnifiques. Mais quand le jour s'est levé, je me suis réveillé, et il m'est apparu clair comme le soleil du matin que j'étais toujours aussi pauvre peintre. Mon maître semble porter jusque dans ses rêves son attachement malheureux à la peinture. Avec de telles dispositions, on ne peut bien sûr devenir peintre, ni homme à succès comme l'entend monsieur le professeur. Le lendemain du jour où il avait rêvé de ses aquarelles, l'esthète aux lunettes à monture dorée lui rendit visite, après un long silence. La toute première chose qu'il fit en s'asseyant fut de demander « Comment va ta peinture ?» Mon maître lui répondit d'un air calme « J'ai suivi tes conseils et je travaille des esquisses. Et en effet, il me semble trouver des formes, des changements subtils de couleurs que je n'avais pas remarqués jusqu'à présent. En Occident, c'est parce qu'on insiste depuis toujours sur les esquisses qu'on est arrivé au progrès d'aujourd'hui. Andrea del Sarto était un grand homme. » Il se remettait à louer Andrea del Sarto, sans souffler mot de ce qu'il avait écrit dans son journal. L'esthète, se grattant le crâne avec un sourire, lui dit « En fait, j'ai raconté un peu n'importe quoi. »« Que veux-tu dire » demanda mon maître, sans comprendre encore qu'il avait été victime d'une farce. « Eh bien, Andrea del Sarto, que tu admires tant, c'est une histoire que j'ai inventée de toutes pièces. Je ne croyais pas que tu la prendrais autant au sérieux. » L'esthète ne se tenait plus de joie. J'écoutais cette conversation sur la véranda, et je ne pus me retenir d'imaginer ce qui allait s'écrire aujourd'hui dans le journal de mon maître. Cet esthète trouve son seul plaisir à mystifier les gens en controuvrant une histoire quelconque. Sans paraître considérer le moins du monde l'effet produit sur les sentiments de mon maître par l'affaire d'Andrea del Sarto, il poursuivit fièrement. Quand on raconte ainsi des plaisanteries, les gens les prennent parfois au sérieux et cela excite hautement le sens de la beauté du comique. Passionnant! L'autre jour, j'ai dit à un étudiant que Nicholas Nickleby avait conseillé à Gibbon de renoncer à écrire en français la grande œuvre de sa vie, l'histoire de la Révolution française, et de la publier en anglais. Cet étudiant, qui a une mémoire d'éléphant, a répété sérieusement ce que je lui avais dit lors d'une conférence de la Société des Lettres du Japon. C'était d'un comique, et avec cela, il y avait une centaine d'auditeurs, oreilles béantes, qui n'en perdaient pas un mot. Mais en voici encore une bonne. Récemment, dans une réunion où se trouvait un homme de lettres, il a été question du roman historique Théophano de Harrison, et j'ai dit que c'était la fine fleur de tous les romans du genre. En particulier, ai-je ajouté, le passage où l'héroïne meurt fait passer un frisson dans le dos. Ah oui, pardon. En particulier, ai-je ajouté, le passage où l'héroïne meurt fait passer un frisson dans le dos. C'est alors que ce monsieur assis en face de moi, et qui n'a jamais reconnu son ignorance de quoi que ce soit, m'a approuvé en disant que c'était de toute splendeur. J'en ai déduit que, tout comme moi, il n'avait jamais lu le roman. Mon maître à la maladie d'estomac demanda les yeux ronds. Après avoir raconté de pareilles inventions, qu'aurais-tu fait s'il avait lu le livre? Il semblait ne voir aucun mal à tromper les gens, et se préoccuper uniquement de l'embarras qui résulterait pour le farceur si la duperie était découverte. L'esthète ne se démonta pas le moins du monde. Eh bien, dans ce cas, j'aurais simplement dit que j'avais confondu avec un autre livre, par exemple, dit-il dans un grand éclat de rire. Cet esthète porte des lunettes à monture dorée, mais son caractère a des points communs avec celui de Kuro. Mon maître, faisant sans mot dire des ronds de fumée de Hinode, avait sur le visage une expression suggérant qu'il n'aurait pas le courage nécessaire pour ce genre de farce. L'esthète, avec un regard qui signifiait « c'est pour cela que tu n'arrives pas à peindre », enchaîna. Plaisanterie à part, la peinture est vraiment difficile. Il paraît que Léonard de Vinci enseignait à ses disciples de reproduire une tache sur le mur d'une église,
Et en effet, quand on regarde attentivement un mur de cabinet où s'infiltre la pluie, on trouve de remarquables motifs produits de façon naturelle. Tu devrais en faire quelques croquis avec soin, et tu obtiendrais sûrement quelque chose d'intéressant. Tu te moques encore de moi, certainement. Pas du tout. Je parle sérieusement cette fois. Ne penses-tu pas que c'est un conseil original? Léonard de Vinci en personne aurait pu le donner. Original, il l'est pour sûr, bougonna mon maître, se rendant à moitié. Mais semble-t-il, il n'a pas encore fait de croquis dans les cabinets. Peu après cela, Kouro s'est mis à boiter. Ses poils brillants ont perdu peu à peu leur lustre et ont commencé à tomber. La châssis a rempli ses yeux que j'avais trouvés plus beaux que l'ambre. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la diminution de sa vitalité et son délabrement physique. Le dernier jour où je l'ai rencontré dans le carré de thé, je lui ai demandé comment il allait. Pète belette et palange du marchand de poissons, j'en ai plein le dos, m'a-t-il répondu. Entre les pins rouges, les feuilles d'automne comme rapiécées dans 2 ou 3 tons de cramoisi sont tombées comme si elles n'avaient été qu'un rêve déjà lointain, et les camélias sasanka, qui avaient répandu à tour de rôle leurs pétales blancs et rouges près de la petite vasque de pierre, ont péri. Les rayons du soleil d'hiver se sont inclinés rapidement sur la véranda de 6 ou 7 mètres orientée au sud, et quand les jours où la bise hivernale ne soufflait pas se sont fait rares, j'ai senti que mes heures de sieste étaient désormais limitées. Mon maître va à son école tous les jours. À son retour, il s'enferme dans son bureau. Quand il vient un visiteur, il se plaint sans cesse de sa condition de professeur. Il ne peint plus que rarement des aquarelles. Il a abandonné la tacadiastase sous le prétexte qu'elle n'a aucun effet. Les enfants avec une belle constance vont à l'école maternelle. Quand elles reviennent, elles chantent des chansons apprises à l'école, jouent à la balle de temps à autre et me tirent en l'air par la queue. Comme je ne mange pas beaucoup de bonnes choses, je ne grossis pas particulièrement, mais je suis en assez bonne santé. Je ne boite pas, et je me laisse vivre au jour le jour. Je ne prends jamais de souris. Je déteste toujours autant la bonne, Osan. On ne m'a pas encore donné de nom, mais il n'y aurait pas de limite si on exprimait tous ses désirs, et je compte finir ma vie dans la maison de ce professeur, comme chat sans nom. Et c'est la fin, les amis, du chapitre 1. Ça sera donc également la fin de ce live. Et oui, déjà les amis, nous passons à l'outro. Déjà, je le sais bien, ça n'a pas été très long aujourd'hui. Mais comme je le disais, j'ai pas envie de découper en plein milieu d'un chapitre. Et vu que c'était la première fois que je lisais cette œuvre, je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de longueur de lecture. Donc voilà, ça fera la transition entre la lecture de Sherlock et entre la suite de ce roman. On ira un peu plus dans le détail et un peu plus dans la longueur sur le prochain live, puisque au prochain live, je lirai le chapitre 2 dans son intégralité, et le chapitre 2 dure plus de 20 pages pour le coup, il dure, si je ne m'abuse, 60 pages. Donc voilà, je ferai deux parties de 30 pages la prochaine fois. Quoique 2 parties de 30 pages, ça va faire long aussi. Hein. Moi, je ferai 3 parties de 20 pages du coup. Donc voilà, ça va être bien la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera vendredi, les amis. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez apprécié, malgré, encore une fois, que je m'arrête assez vite. Moi, je trouve que c'est un très bon encas. Je trouve que c'est une très bonne intro. Ce premier chapitre m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Ça me donne vraiment envie de lire la suite. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. Bonsoir Kilala Kawaii. Bonsoir le Jérôme légendaire. Merci d'être là, ça fait plaisir. Quelques phrases et je suis déjà fan. Bonsoir secrétaire. Ah, il est reparti à cause de son wifi, d'accord. Très intéressant. Je suis resté cette fois, c'était sympa. Trop intriguant ce premier chapitre. C'est cool, c'est bien écrit, c'est très fluide. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je viens de voir ça. Otonoshi, merci. Otonoshi qui sub. Oh, ça fait trop plaisir, Otonoshi, merci beaucoup. Otonoshi qui sub. Oh là là, il a follow il y a une dizaine d'heures. Et dans la même journée, il sub. Incroyable, Otonoshi. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est très gentil de ta part.
En tout cas, je semble comprendre qu'a priori ça vous a plu à tous. Et, et d'ailleurs, bonsoir Tran également. Et moi, franchement, ça m'a bien plu, ouais. Ça m'a vraiment très plu. Pour être franc, c'est un peu ce à quoi je m'attendais en lisant L'appel de la nature. Attendez, c'était l'appel de la nature ou de la forêt? Non, c'était l'appel de la nature de Jack London. En gros, dans ce texte-là, je m'attendais vraiment à avoir la perspective du loup et le loup qui analyse l'homme et ainsi de suite. Il y avait un peu ça, bien entendu. Mais je trouve qu'on est sur une tonalité différente malgré tout. C'est un livre niveau B2, n'importe quoi, Tran. Private joke, personne ne peut comprendre, c'est pas grave. Mais ouais, je trouve que ça se recoupe un petit peu. Et vu que l'appel de la nature, j'avais trouvé ça cool. Mais attendez, je suis plus sûr que ce soit pas l'appel de la forêt en fait. Ouais, non, c'est l'appel de la forêt. Vu que l'appel de la forêt, j'avais trouvé ça cool, mais que ça m'avait pas non plus complètement conquis, j'appréhendais un petit peu le fait du point de vue du narrateur interne comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Là, on est vraiment totalement dans la peau du chat. Je trouve qu'il y a une très grande attention à se mettre à la place du chat et à avoir une... Enfin, je trouve que Natsume Soseki a une bonne intuition. Alors après, on peut carrément pas avoir l'intuition. On peut pas vérifier que l'intuition soit bonne, justement, parce que on sait pas ce qui se passe dans le cerveau d'un chat. Mais en tout cas, ça semble bien vu. Ça semble bien écrit. Ça semble... bien pensé. Je trouve que ça paraît tout à fait cohérent. Et du coup, on se prend d'affection très vite, je trouve, pour ce chat qui... Après, l'animal aussi, par exemple, la différence avec le loup, le chien, c'est que le chat est connu pour être très solitaire, etc., etc. Et du coup, là, il est... Enfin, ça ressort bien ce côté chat intelligent, je mets des gros guillemets, mais entre guillemets autonome, etc. Et pourtant qui a un lien intéressant avec l'être humain aussi. Enfin ouais, je trouve ça au final très complexe. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que je trouve ça très complexe et il y a plein de moments où il y a des petites phrases qui font très sérieuses, voire philosophiques, qui sont très intéressantes. Et en même temps, je trouve ça enrobé dans un style très conte. J'imagine. Enfin ouais, c'est vraiment le chat, le narrateur, le conteur, et qui décide quand est-ce qu'il nous raconte quoi. Et qui nous dit, bon bah voilà, je vais vous raconter mon histoire, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ah et puis on m'a raconté ça, je vais vous le raconter. J'ai vécu telle chose, je vais vous raconter cet épisode de ma vie, et ainsi de suite. Enfin, je trouve que c'est hyper bien structuré, hyper fluide. Les paragraphes s'enchaînent très très bien. Donc ouais, franchement, je suis totalement conquis pour le moment par ce premier chapitre. Euh, la toute petite, le tout petit bémol que je dois mettre, si vraiment je cherche la petite bête, c'est une appréhension pour la suite. Parce que je me dis que ça pourrait être très très cool. Ça pourrait être un roman d'aujourd'hui, nous dit les Canaries. Ouais, clairement, je trouve que c'est assez moderne, j'avoue. Mais oui, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est la suite. Le seul truc qui me fait un peu peur, le seul petit bémol que je vois, c'est la suite, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va nous raconter sur 500 pages? Là, je vous ai lu 20 pages. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il va raconter sur 500 pages? J'espère que là, c'était une introduction, une mise en place du personnage, des personnages principaux, du chat, du professeur. J'espère que c'est pas ce qu'on a eu là pendant 500 pages. J'espère qu'il y aura une évolution. J'espère que il va y avoir une aventure ou une histoire à suivre. Même si c'est par exemple l'histoire du professeur, mais racontée par le chat. Et du coup, qui a un point de vue peut-être un peu extérieur. Et puis, voilà, qui va analyser, entre guillemets, la vie de son professeur, j'en sais rien. Mais, enfin, de son maître, du coup. Mais voilà, c'est la seule toute petite appréhension que j'ai, et c'est même pas vraiment négatif, parce que si ça se trouve, Natsume Soseki a tout à fait géré son style, sa structure, et si ça se trouve, le reste va rester tout aussi intéressant et prenant. Mais en tout cas, pour un premier chapitre, je suis totalement entré dedans, et j'ai vraiment trouvé ça très très bon. Donc du coup, bah, rien que pour ce premier chapitre, déjà un énorme merci à Damien Allemand de m'avoir suggéré ce roman de nombreuses fois. Je sais que une ou deux autres personnes me l'avaient suggéré.
Donc a priori c'est un grand classique de la littérature japonaise pour le coup. Mais ouais, ça a l'air super intéressant. Ça me botte beaucoup. C'est très triste à dire, mais on ressent la méchanceté des gens pour le chat de gouttière. Je sais pas si c'est culturel, parce que chez nous ça arrive aussi, mais quand même. Ouais, il y a des petites différences culturelles, forcément. D'ailleurs, il y a pas mal d'annotations au bouquin, mais bon, je vais pas m'arrêter constamment dans la lecture pour vous lire les annotations, ça gâcherait le rythme. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des annotations qui seraient intéressantes, parce qu'il y a peut-être des annotations qui nous éclaireraient sur la société japonaise et du coup sur ce que ça veut dire. Euh, Malheureusement, ouais, ça, on va peut-être. Enfin, de toute manière, comme tous les textes avec traduction, on perd un petit peu du sens originel, c'est clair et net. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Enfin, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que on est sur une analyse entre guillemets de l'homme, pas gratuite. Et on n'est pas dans le chat qui adore ou qui déteste. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est dans la nuance. On n'est pas dans l'animal qui est en adoration, en adulation de son maître, ni dans l'animal qui subit toutes ces violences, etc. On est dans l'entre-deux, on est sur un être pensant à part entière qui peut voir le bon et le mauvais, qui a du discernement, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Parce que je trouve que ça peut être très très facile de partir sur l'un des deux extrêmes entre guillemets, alors que là ouais le chat est lucide en effet les Canaries. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En plus c'est bien parce que. Enfin c'est bien. Ouais non je vais pas parler de ça. Mais il va un peu dans le sens de quelque chose que j'arrête pas de dire et que j'aime pas trop moi personnellement. Il y a beaucoup d'animaux que je trouve maltraités par la trop bien traitance. C'est-à-dire le fait que les maîtres pensent faire ce qui est bien pour leur chat, mais en fait ils en savent rien, ils sont juste en train de s'amuser avec et machin. Et où je suis en mode, bah ouais, mais si ça se trouve, le chat il a juste envie que tu le laisses tranquille, il a pas envie que tu joues avec lui à l'infini et machin. Donc c'est marrant qu'il y ait eu un petit passage sur ce truc là, ça m'a fait tilt. Vraiment, ça m'a parlé personnellement. Euh, mais ouais, j'aime beaucoup la vue du. En fait, au final, ça rend. Comment dire? Je trouve que ça rend le chat très. C'est bizarre, je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas envie de dire très humain, mais en fait le truc c'est que nous on utilise le terme humain. Genre quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui est machin. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça implique des valeurs de gentillesse, de ceci. C'est pas vraiment ça que je veux dire aussi. Et puis c'est justement pas qu'il est humain. En tout cas, voilà, c'est vraiment le chat comme un individu, pas comme un animal inférieur, etc. Et c'est ça que j'aime bien dans ce bouquin. Il y a vraiment, c'est bien pensé, je trouve. C'est bien présenté. Alors, le bosquet de Kain. Autant je trouve ça bien écrit, autant le sujet m'emballe pas énormément, donc il faut qu'il y ait un enjeu, quelque chose qui nous donne envie de découvrir la suite. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais moi perso, j'ai bien aimé pour le moment. Même avec cette installation, on va dire, d'ambiance, j'ai bien aimé perso. Ouais, il va vivre une aventure et rencontrer des persos et tout, c'est sûr. Ouais, j'espère, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être intéressant. Et en fait, ce que j'aime bien, et c'est ce que j'avais vu vite fait sur internet avec cette œuvre, c'est qu'apparemment c'était un roman, je crois que c'était classifié comme roman satirique. Et en fait, vraiment, a priori, il y a on le sent un petit peu, mais je pense que justement par la traduction et par les biais culturels qui nous échappent, on le perd peut-être un peu. Mais il y a vraiment aussi un côté humoristique. Par exemple, le moment où l'ami du professeur se tape une barre, il y avait des jeux de mots et des choses qui m'échappaient. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment un côté aussi un peu humoristique avec le chat qui se moque gentiment mais intelligemment de l'homme, quoi. Et on le ressent un peu, touche que je trouve très intéressante, mais je me dis qu'on la perd un petit peu forcément. Par la traduction, mais comme dans toutes les traductions de toutes les œuvres, et par le fait que bah, la culture japonaise est quand même très différente de la nôtre, entre guillemets. Ça fait peu de temps qu'on la côtoie vraiment, quoi. Et du coup, par exemple, pour ne vous en donner qu'un, la première phrase du chapitre 1, c'est Je suis un chat, ce qui donne le titre éponyme du roman.
Et la note qui est attachée à cette phrase, c'est: l'auteur produit un effet comique par l'emploi d'un mot sans équivalent exact en français pour le pronom de première personne qui était employé par les fonctionnaires, les militaires, les hommes politiques, etc. et donnait une impression d'arrogance. Donc en gros, vous voyez, il y a déjà un peu ce truc de Hmm, je suis un chat. Enfin là, et ce truc-là, nous, on l'a pas du tout dans la phrase je suis un chat. Tu peux pas le deviner, quoi. Donc voilà, il y a tout un tas de notes comme ça qui affinent les connaissances. Donc si vous avez la chance d'avoir une bonne édition bien détaillée, bah il y a vraiment tout un tas de commentaires sympathiques. Pour le coup, si vous êtes en études de japonais, parce que j'ai étudié le japonais au lycée et je connais beaucoup de gens qui sont très très férus du Japon, qui adorent la culture, etc., etc. Pour le coup, je pense que si vous voulez vous intéresser à la culture japonaise et un peu apprendre mieux, on va dire, les mœurs, les us et coutumes, etc., je pense que lire de la littérature japonaise, ça peut être un très très bon biais. Et pour le coup, cette édition Gallimard UNESCO, Connaissance de l'Orient NRF, bah pour le coup, bonne édition, traduit et présenté par Jean Cholet. Très bonne édition parce que j'ai l'impression que c'est bien traduit, le texte est fluide. C'est ça que j'ai bien aimé aussi à la lecture, sans vouloir me jeter des fleurs, attention, mais juste, je trouvais que la lecture était fluide et que c'était facile à dire à l'oral, donc c'était vraiment agréable. Et, euh, et ouais, c'était... Franchement, cette édition, je pense, elle regorge de notes intéressantes, si ça vous intéresse la culture japonaise. Personnellement, je suis fasciné par les geishas. J'avoue que j'ai pas une grosse connaissance sur l'histoire du Japon et sur ce que sont exactement les geishas. Je sais vraiment le minimum vital, si on peut dire. Mais c'était intéressant, ouais, ce petit passage aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié personnellement ce petit passage et je me demande si ça va continuer aussi. Des passages du journal du maître. Je trouve ça grave cool. Ça peut donner. En fait, c'est marrant que ce soit l'humain qui soit projeté au second rang et que du coup, bah, parfois, il ait sa petite heure de gloire à parler un petit peu dans le journal et à devenir le temps d'un paragraphe le narrateur. Mais du coup, ces paragraphes sur les geishas, sur l'art et tout, je les ai trouvés hyper intéressants en vrai. Avec son message sur la débauche, etc. Que souvent les gens qui se foutent de la gueule des débauchés, c'est parce qu'ils aimeraient en devenir mais qu'ils n'y arrivent pas. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, ça va bien. Enfin, ouais. C'est des considérations que je dois pas faire en live parce que j'essaie de rester impartial, même si en vrai c'est totalement subjectif et je donne totalement mon avis tout le temps. Mais ouais, il y a pas mal de valeurs et de philosophie, entre guillemets, qui se rapprochent de ce dont je. Enfin, qui se rapprochent de ce que je pense dans la réalité. Genre là, par exemple, cette petite phrase sur la débauche m'a bien plu parce que, ouais, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi. Enfin, bon, bref. Je suis assez d'accord. Bref. J'ai vu le film et lu Mémoire d'une geisha, je suis fan. Ah, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est archi connu et j'ai jamais lu. Ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, les amis, je vais pas faire durer le live plus que de raison, puisque bah, chers amis, ça a duré assez peu de temps malheureusement. On se retrouvera pour une lecture plus approfondie, plus consistante dès ce vendredi. Vendredi 21h, chapitre 2 de Je suis un chat de Natsume Soseki. Sinon, en live fixe cette semaine, bah, c'est le seul qui reste. Et en live chaotique, il y aura peut-être du gaming, peut-être du Sea of Thieves, peut-être du AI Dungeon. Bon, je vais dire AI Donjon en français, voilà, c'est bien. Peut-être du Wolf Among Us. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent en vrai en ce moment. Et puis, bah, je continue dans le secret le plus total. Je le redis maintenant qu'il y a un peu des gens différents et encore un peu plus de monde. Je suis en train de vous préparer un truc dont j'ai trop envie de parler et je peux pas en parler parce que je veux faire la surprise. Et pour moi, c'est un enfer parce que j'adore parler et partager sur ce qui me passionne et me hype, etc. Et là, je suis hyper hypé par quelque chose dont je ne peux pas vous parler parce que l'étape qui valide que cette chose va se faire, c'est terminé aujourd'hui et du coup, je suis trop hypé et ça fait trop plaisir. Mais l'étape, enfin, j'ai encore une étape
à faire avant de vous en parler. Donc je vais m'y mettre cette semaine et du coup je sais pas si je vais trop faire de live cette semaine parce que je vais sûrement taffer un petit peu là-dessus pour vous venir avec une surprise dans quelques temps. Voilà. Je pense que ça sera assez inattendu pour pas mal d'entre vous, même si en vérité j'en ai déjà parlé il y a de cela quelques semaines, quelques mois, et que certains d'entre vous pourraient très facilement retrouver de quoi il s'agit, mais voilà. Bref, trêve de bavardage, il y aura également la veillée de dimanche de 21h à minuit où je serai en vocal sur mon Discord si vous voulez partager, jouer, partager, jouer à des jeux vidéo, etc. avec moi, il n'y a pas de souci. Bref, voici l'intégralité de ce que j'avais à dire. Oh, Tran, tu joues très bien la comédie. Tran qui dit hâte de savoir alors qu'il est dans la confidence. Bien joué, Tran. Bah écoutez les amis, ouais, du League of Legends en coop, Jérôme, c'est pas exclu, peut-être pas cette semaine parce que j'attends encore d'installer mon deuxième écran et tout. Et puis je vais être pas mal chargé. Mais enfin ouais, ça c'est quelque chose qui risque d'arriver aussi dans le futur avec le Jérôme, de faire des duos sur, enfin de la coop sur League of Legends. Ça peut être intéressant. Bref, trêve de bavardage les amis, je veux vraiment pas faire durer trop le live alors que j'ai pas beaucoup lu. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi et d'avoir été aussi nombreux. Franchement, ça fait super plaisir. Je remercie encore Otonochi. Otonochi. Chi ou Chi Otonochi. Ouais, Otonochi, Enaline Art, les Canaries pour les follow et Otonochi pour le sub de tier 1. Tu fais plaisir. Je vous remercie également tous ceux qui sont passés faire un coucou ou qui ont suivi la lecture. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.